Je remercie nos trois intervenants et nous avons encore un quart d'heure avant la pause. Voilà le temps des questions-réponses. Donc, je me tourne vers la salle. Qui se lance en premier? C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Ensuite, ça va tout seul. Ah. Oh, commencez. Ça sera madame après. Je suis Yves Le J'ai une question pour Jean-Marie Le Thor. J'ai une question pour Jean-Marie Le Thor. Vous avez évoqué ce ratio de 5 à 11 sur le prix d'acquisition dans le domaine des entreprises de cybersécurité. Alors quand je vois ça, je me dis, est-ce qu'on n'est pas dans une économie de bulle? Et par ailleurs, je voudrais aussi avoir quelques commentaires de votre part sur ce ratio, parce que dire qu'on achète une entreprise 5 à 11 fois ces 12 derniers mois de revenus, ça a peut-être du sens pour un certain nombre d'entreprises, notamment dans le domaine du service, parce que bon, les revenus sont assez constants. En revanche, si on applique ça à une start-up, si on applique ça à une entreprise industrielle ou même à un éditeur, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. On peut imaginer une start-up qui a développé une technologie qu'il n'a pas encore vendue. Dans ce cas-là, évidemment, ce genre de ratio n'a aucun sens. Donc comment est-ce que vous l'appliquez suivant les différents types d'activités de l'entreprise? C'est un bon point. Sur le premier élément, est-on dans une bulle? On se pose la question. C'est des multiples qui sont extrêmement hauts, comme on a pu le voir en 2000-2001 dans les télécoms et le lancement du web. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces ratios-là, on va dire 5 à 11, quand il y a une brique technologique, si c'est du pur service, c'est plus bas, hein, beaucoup plus bas. Sont constatés, et si on veut jouer dans la cour pour acquérir des solutions produits et software de cybersécurité, il faut être prêt à mettre ce niveau de multiple. Sinon, on est hors course, en fait. Donc c'est soit on joue et on met ce prix-là, soit on ne joue pas. Deuxième point, alors, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une bulle. Hein, deuxième point, c'est par rapport aux entreprises, bien souvent, de ce que j'ai vu moi, l'opération de M&A en Israël, en Californie, oui, vous avez raison, c'est des startups. C'est des sociétés qui ont parfois moins de 10 ans, entre 5 et 10 ans de durée de vie, avec un track record qui est assez léger, qui ont vraisemblablement en général fait grossir leur base client, et qui n'ont pas toujours démontré leur profitabilité. C'est-à-dire qu'ils sont en phase d'acquisition de références clients, de base clients, avec des croissances très fortes. Et après, donc je disais, c'est le pari profitable à l'acheteur de faire le pari sur la prévision de revenus et de niveau de profitabilité qu'on pense pouvoir atteindre. Vous savez aussi bien que moi, en général, ces modèles économiques sont faits sur des prévisions de discounted cash flow. On va dire les décideurs le font en pleine conscience de la prise de risque et on va dire du niveau futur de rentabilité. Donc, c'est des startups, bien souvent, effectivement, parce que c'est un business assez récent, qui n'ont pas toujours démontré leur rentabilité, et on parie sur du potentiel futur. Association Prospective 2100. J'ai plusieurs questions qui sont des questions plus vues du point de vue de la société civile et de la philosophie de la société. D'abord, ce raisonnement selon lequel les entreprises devraient comprendre leur intérêt et la création de valeur au sens large, pourquoi est-ce que ce raisonnement n'a pas fonctionné apparemment pour IPv6, puisqu'on se plaint toujours que, faute d'avoir trouvé un modèle économique pour IPv6, il n'a pas été suffisamment largement adopté et que ce serait une des causes de l'insécurité ambiante des réseaux. La deuxième, je comprends bien que dans cette enceinte, on s'adresse avant tout à des acteurs économiques de taille importante, mais dans un raisonnement de valeur indirecte, je crois qu'il serait dangereux de ne pas inclure dans la valeur indirecte le bien-être de la société dans son ensemble. Et nous sommes tous
les civils comme les militaires et les acteurs industriels par an. Et on est aussi citoyen. Donc la question, quelle prise le citoyen a lui-même sur son petit écosystème de sécurité? Est-ce qu'il est entièrement dépendant des décisions prises par les acteurs économiques et étatiques, ou est-ce qu'il a une carte à jouer? Laquelle? Y a-t-il une économie de l'individu, du citoyen, ou des très petites entreprises, des associations? Et alors, ça va ensemble, c'est pour ça que je déroule un petit peu la question. Si on est dans une bulle, comment voir la bulle de l'extérieur? Eisenhower, quand il a quitté le pouvoir, a averti, c'est un avertissement d'un quart d'heure qui est en ligne, auquel on fait souvent référence. On a, à cause de la guerre, créé un écosystème sécuritaire. Attention, c'est dangereux, on aura du mal à en sortir. Alors, est-ce qu'on peut, by design, se poser la question au moment où on est en train de mettre en place cette économie sécuritaire? Est-ce qu'elle est indispensable? Est-ce qu'elle fait partie de la définition du cyber? Ou est-ce qu'elle est transitoire? Et est-ce qu'on peut, by design, se poser la question de sa révision permanente? Et avec quelle instance de gouvernance, incluant les citoyens? Il y a beaucoup de questions dans votre intervention. Je vais apporter quelques premiers éléments de réponse. Je laisserai mes collègues compléter. Premier point, l'enjeu sociétal. Effectivement, vous avez entièrement raison. Nous aurions dû le mentionner. On a été moins audacieux que vous, mais vous avez entièrement raison. Il y a, en bénéfice indirect, il y a bien la sécurité de la société, des individus. Et par rebond, effectivement, même si nous, on est une industrie qui travaille, on va dire, en B2B, nos clients sont des entreprises d'administration, le bénéfice, il est finalement pour aussi, bien sûr, pour l'individu, pour l'utilisateur final, et la protection de l'individu est majeure. Donc oui, il y a un bénéfice indirect, une création de valeur sociétale, ça c'est sûr. Le sous-point de votre question sur le rôle de l'individu, est-ce que l'individu lui-même peut jouer un rôle actif ou doit reposer sur les décisions de cybersécurité qui sont mises en place par les États, les entreprises? Oui, je pense. On a vu, notamment, malheureusement, il y a un an, avec les tragiques incidents, enfin tragiques événements que nous avons vécus en France, que l'individu, la société pouvait rentrer dans une phase de vigilance active et de collaboration active bien plus forte. Notamment, il y a une grosse tendance autour de tout ce qui est citoyen vigilant, et on sait qu'il y a des solutions. On a développé des solutions avec les ministères, avec les conseils régionaux, avec les mairies, pour doter l'individu de solutions, par exemple, pour alerter en cas de risque, en cas d'incident, en cas d'inquiétude élevée, grâce à des outils technologiques qui sont cyber, qui permettent de collaborer, de jouer un rôle actif. C'est juste un exemple, mais oui, bien sûr, l'individu doit contribuer et peut contribuer en étant vigilant et en étant connecté à recréer la confiance dans la société, dans le cyberespace. Deuxième point sur l'IPv6 et le parallèle que vous avez avec IPv6. Je pense que peut-être la différence, ou ce qu'on essaye de travailler aujourd'hui, c'est la prise de conscience. La prise de conscience qui est le déclencheur de la nécessité de se protéger et de prendre les bonnes mesures, comme on l'a expliqué tous les trois. Donc il y a un gros travail d'éducation, de prise de conscience, qui, de ce que j'ai vu, est moins élevé aujourd'hui en France, en Europe, par exemple, que ce qui existe aux États-Unis. Où aux États-Unis, les programmes éducatifs dès les classes, on va dire, primaires et collèges, intègrent désormais une sensibilisation au cyber-risque et une sensibilisation des plus jeunes au comportement sur la toile, etc. C'est juste un exemple de contribution à la prise de conscience, mais voilà, c'est générationnel. Et on doit le faire, je pense, auprès donc, des utilisateurs et auprès des entreprises. Ça permettra de mieux cybersécuriser l'écosystème. Voilà pour les éléments de réponse que je vous propose. Oui, je vais apporter un ou deux compléments. Enfin, les questions sont extrêmement fortes et je pense qu'un des colloques
à venir pourra aussi chercher à y répondre. C'est très vaste, vos questions. Sur la partie sociétale, les analogies que j'ai faites au début avec 2 schémas, j'en conviens, sur l'aéroport et la voiture, il y a forcément le citoyen dans l'histoire. La tendance, elle est quand même bien là. C'est qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, un écosystème quel qu'elle soit, il y a toujours un individu, client, acheteur, citoyen, etc. Donc la question, forcément, dans mon propos, englobait l'individu au sens final du terme, citoyen, consommateur, etc. Électeur, quand on voit ce qui s'est passé, les menaces sur les élections américaines avec le cyber et des menaces étatiques. Donc sur l'awareness et le by design, vous avez aussi utilisé ce terme qui est aujourd'hui très important. J'ai aussi mentionné à un moment donné, je parlais d'intégrer. Intégrer, c'est au début, c'est pas à la fin, c'est vraiment par conception. C'est un sujet qui est extrêmement important, d'ailleurs, y compris réglementairement. Le règlement européen parle bien de privacy by design. Alors maintenant, les juristes nous parlent de privacy by default, c'est-à-dire que c'est même plus à concevoir. C'est-à-dire que par nature, on considère que c'est là. Alors, il faut quand même le faire, pas toujours facile. Donc cette notion de by design, que ce soit en security et privacy, ce sont des sujets extrêmement importants sur lesquels on avance, comme on dit. Pas mal de méthodologies, d'outils, de démarches qui sont en cours dans ce sens-là. Et après, je terminerai sur la partie éducation. Sur l'éducation, alors j'ai quand même consacré plus de 10 ans de ma vie à ce domaine. Aujourd'hui, j'entends dire que tout ça ne sert à rien. Donc il y a des. Alors quand même, je vous ai dit que les grandes entreprises et les plus petites consacraient quelques euros, voilà, par personne et par an à essayer de leur faire adopter les bons comportements, les bonnes attitudes, évidemment dans l'entreprise. Mais chaque citoyen dans une entreprise, enfin employé dans une entreprise, est aussi un citoyen, et aussi les enfants, etc. Donc il y a un vrai débat sur est-ce que c'est à l'entreprise de le faire. Ça, c'est un premier point. Quand on se met dans un contexte global, évidemment, elle va le faire pour défendre ses intérêts, mais ça a aussi été un vecteur d'éducation en disant ce qu'on fait pour, et j'étais patron de la sécurité de SFR pendant 5 ans, et je me rappelle très bien que les discours qu'on faisait passer à l'époque, c'était une quinzaine d'années, c'était ce que vous faites pour l'entreprise aujourd'hui, vous le faites aussi en tant que parent, en tant que citoyen. C'est pas uniquement protéger vos mots de passe, pas faire les mauvais clics sur les mauvais liens, etc. Enfin, c'est des choses très concrètes dont je parle. C'est vrai dans la vie de tous les jours. C'est pas vrai que parce que je suis employé d'une société. Donc tout ça, ça fait quand même 15 ans qu'on le fait, de manière très générale. Il y a des gros programmes qui sont mis en œuvre. Évidemment, quel est l'impact ? On peut se poser la question aujourd'hui, évidemment, quand on voit les attaques et les méthodes autour de l'ingénierie sociale, de phishing, pour ne pas le nommer, qui donnent les plus gros dégâts aujourd'hui. C'est quand même par là que ça passe. On dit toujours, pirater un cerveau d'un individu, c'est plus facile qu'un ordinateur. Vous voyez, donc on a quand même ce genre de propos pas très réjouissants, mais qui est aussi, malheureusement, la triste réalité. Et quand on regarde à un niveau plutôt étatique, gouvernemental, moi j'ai le souvenir, il y a une dizaine d'années, au Canada, ils avaient créé dans les écoles le passeport informatique pour les étudiants, pour les gamins. En gros, c'est pour utiliser un ordinateur. Voilà, vous allez avoir des ordinateurs à l'école. Donc le Canada, c'est très large, c'est très très étendu. Donc ils avaient déjà mis le digital dans les écoles très très tôt. Enfin, quand je dis très tôt, 2005, c'est pas très tôt, mais quand même. Et ils avaient construit ce passeport informatique pour les gamins. On va peut-être maintenant passer à une autre question. Je suis un peu long. Voilà. Florence Pubaro, DG Consultant. Je m'adresse également à Pierre-Luc sur le modèle économique de la cyberassurance, parce que c'est vrai que par rapport au constat que tu as dressé et aux chiffres que tu nous as donnés, moi je m'interroge. Ça fait plusieurs années que je travaille sur ce sujet-là. Tu nous dis d'une part que les 400 à 500 millions d'euros de capacité des assureurs européens ne semblent pas énormes. Par ailleurs, on a vu qu'avec Target, ça leur a coûté 90 millions et pour l'une des plus grosses attaques qui a eu lieu. On ne sait pas très bien aujourd'hui chiffrer le coût par incident, puisqu'on parlait de 2 millions de dollars à 3,8, donc on est quasiment du simple au double. Et dernier élément, que coûte en France une cyberattaque ? On ne sait pas très bien, on n'a pas de modèle adapté. Comment est ce marché ? Comment tu le vois évoluer ? Peut-être que chez Thales, on pourra répondre. Il faut refaire une conférence. Tu as 2 minutes. Dernière question, est-ce qu'on va aller un jour dans la cyberassurance comme on est dans les autres marchés de l'assurance, c'est-à-dire à une obligation
l'obligation de voilà, s'assurer, bien comme on sûr. assure sa maison, sa voiture, and so on. Après, Bon, alors 2 minutes. Je donne une conviction. Oui, je pense qu'on devra s'assurer contre le risque cyber de manière obligatoire. Quand, comment, sur quoi, c'est une grande question, mais je ne pense pas qu'il y aura d'autres alternatives. Voilà. Après, c'est facile à dire. À mettre en place, ce n'est pas aussi simple que ça. Évidemment, avec la question du coût. Par principe, c'est de la mutualisation. Donc, moi, je prends toujours l'exemple des... Bon, c'est un assureur anglais qui a beaucoup communiqué là-dessus en France sur ce sujet, mais on peut prendre l'exemple des hôpitaux. Voilà, qui ne sont pas réputés pour investir énormément dans la sécurité informatique. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, alors on voit les enjeux qu'il y a derrière quand même. Et il y a des attaques de ransomware, comme on dit, qui ont touché des hôpitaux, et ça c'est public, qui ont été bloqués. Donc on imagine les conséquences et des morts derrière. Donc évidemment, l'assurance, elle n'empêchera pas l'attaque. Hein. Encore une fois, l'assurance ne réparera d'un point de vue économique que les dégâts qui auront été faits. Donc c'est quand même, si on devait remettre les choses à l'endroit, c'est quand même d'abord éviter que... Et ensuite, l'assurance n'intervient. Alors, on a aujourd'hui des indicateurs dont je ne peux pas parler parce qu'ils ne sont pas publics. On travaille avec des assureurs, donc qui vous donnent, évidemment, vraiment au cas par cas. Il y a quand même de gros écarts entre les grands comptes. Donc, Capgemini, on travaille aussi sur ces sujets-là en tant qu'entreprise. On est dans le digital, donc on réfléchit, même plus que réfléchir, on fait. On a des politiques dans le domaine. Mais vous prenez l'exemple d'un hôpital, ça n'a plus rien à voir. Et vous n'utilisez pas les risques de Capgemini ou de Thales avec les risques liés à des hôpitaux. Voilà, ce n'est pas du tout la même logique, les mêmes impacts et évidemment les mêmes investissements au départ. Donc je ne réponds pas à la question, mais on a aujourd'hui, pour les très grands groupes et à l'inverse, pour les toutes petites structures, des ordres de grandeur que je ne peux pas donner. Donc ils existent. Et il y a tout un ventre mou qui est en fait tout le reste de l'économie et qui, à mon sens, est vraiment 90% du reste. Et là, aujourd'hui, les modèles, parce qu'ils peuvent être sectoriels, parce qu'ils peuvent être très dépendants entre une société de transport, une université, une mairie, enfin, je prends des exemples comme ça, vous voyez, comment voulez-vous avoir des modèles économiques de cyberassurance pour ce genre de structure ? Aujourd'hui, les modèles n'existent pas. Eh bien, merci. Je regarde l'heure. Nous arrivons à 11 heures. Donc, je remercie les trois intervenants. Merci Jean-Marie, merci Pierre-Luc et merci Fabio. Thank you, Fabio. Nous avons normalement un quart d'heure de pause maintenant et nous nous retrouverons donc ici à 11h15 pour la deuxième partie de cette matinée.